Donc je commence par vous remercier d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Et puis par vous dire que ça me fait un peu étrange parce que depuis le temps qu'on correspond, même si ça s'était un petit peu arrêté, parce que je lisais plus de livres enregistrés par vous, donc je vous envoyais plus de chroniques. Bah oui, moi c'est un honneur aussi de pouvoir discuter avec vous après ces échanges par mail qui étaient toujours très Très intéressants. intéressant. Comment en êtes-vous arrivé à enregistrer des livres? Ah, comment j'en suis arrivée là? Alors moi j'ai toujours été passionnée par la lecture hein, depuis que je suis toute petite. Je voulais apprendre à lire avant d'aller à l'école. Ah, c'est bien. Donc voilà, c'était un refuge aussi où j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais enfant, puis jeune ado, parce qu'après j'ai un peu lâché ça à l'adolescence. Et j'ai découvert le théâtre en parallèle. Et donc après mes études, je me suis lancée dans des études de comédienne. Et après avoir été pas mal sur les planches pendant quelques années, on me disait souvent « Ah, t'as une voix particulière, t'as une voix particulière ». Et ce qui fait qu'à un moment, je me suis dit « Tiens, qu'est-ce qu'on fait avec la voix ?» Et oui. Et j'ai découvert, en me renseignant un petit peu, en cherchant, j'ai découvert cet univers extraordinaire de la voix parlée, de la voix enregistrée et de la voix jouée, du coup. Oui, Et j'ai commencé à me former là-dessus, plus sur le côté voix off et doublage. Et de fil en aiguille, vers 2016, 2017. 2017, je crois que c'est mon premier livre enregistré. Mais donc, quelques années auparavant, j'ai commencé à m'intéresser aussi à ce médium-là que j'ai découvert. Et je savais pas trop comment y mettre un entrer pied dans ce milieu. Et j'ai rencontré une jeune femme qui était passionnée de livres audio, pour le coup, avec qui on a tout de suite accroché. Et du coup, je lui ai demandé, je peux faire des essais, et puis tu me fais tes retours, mais de façon totalement informelle, puisqu'elle ne travaillait pas encore dans ce milieu-là. Et elle travaillait dans l'édition à ce moment-là, mais pas dans l'édition audio. Et il s'est avéré que quelques mois plus tard, elle a travaillé dans l'édition audio. Et là, elle m'a dit, vas-y, viens faire un essai pour un livre. Et c'est comme ça que j'ai commencé donc à enregistrer mes premiers livres audio. Donc vous enregistrez pour Audible, pour Lizzie, pour Kobo et pour Lind & Co. Oui, c'est vrai. Voilà, vous en avez fait un. Oui, c'est ça. Et alors, selon les éditeurs ou selon les livres, comment est-ce que vous êtes recruté? Il y a plusieurs façons d'être recruté. Tout d'abord, il y a des castings. En fait, déjà, il y a certains éditeurs, du coup, qui vous connaissent soit personnellement, soit après avoir travaillé avec vous. Donc, oui, à force, et qui disent, là, j'entendrai bien sa voix sur le livre. Exactement. Après, généralement, donc, les éditeurs audio peuvent proposer quelques comédiens et ils envoient un livre à un studio d'enregistrement, sinon le studio, lui, peut proposer aussi c'est le studio. Des comédiens ou comédiennes. Et ensuite, c'est dans ces cas-là, si c'est le studio qui propose des voix, c'est l'éditeur qui choisit. Oui, l'éditeur peut aussi parfois faire appel à l'auteur ou l'autrice pour lui demander de choisir la voix parmi le casting qui est proposé. Et inversement, donc parfois quand c'est l'éditeur audio qui propose, il peut soit proposer plusieurs voix, soit dire je vois vraiment un tel dessus, ou bien proposer avoir différentes personnes en casting qui est organisé du coup après par le studio et ensuite renvoyé à l'éditeur et ou à l'auteur ou à l'autrice quand c'est le cas. Et est-ce que c'est arrivé alors qu'un éditeur audio dise je vois 7 voix dessus pour vous? Oh oui, bien sûr. Oui. Vous avez une idée de livre ou vous vous souvenez pas ou... Je me souviens qu'on m'ait déjà dit ça, mais alors pour quel livre Pour quel livre vous savez plus? On vous a dit tu es la comédienne. Parce que moi ça m'arrive en tant qu'auditrice de dire ce serait pour cette personne. C'est vrai. Après c'est déjà arrivé pour le coup qu'ayant fait un premier livre d'un auteur, enfin en l'occurrence c'était d'une autrice, que ça lui est tellement plu
et que ça ait tellement plu à ses lecteurs qu'elle demande ensuite, ou qu'elle dise oui, moi je voudrais bien la réécouter ou la réentendre dans le casting pour ce prochain livre, etc. C'est Myriam Kayono qui a demandé ça, non? Alors Myriam avait demandé ça, effectivement. Enfin, je sais plus si c'est elle si c'était sa demande ou pas, je ne me souviens plus. En tout cas, je sais que c'était une demande de ses fans. De ses fans, oui. Après là, c'était un petit peu différent pour Myriam Kayono, parce que elle, c'était une série aussi. Et oui. Donc, dans le cadre d'une série, c'est assez logique, même pour un éditeur ou pour un studio d'enregistrement, d'aller voir ce qui a été fait et ensuite de généralement poursuivre pour qu'il y ait une logique aussi de narration. Moi, je suis la première à râler si la série elle n'est pas poursuivie par le même lecteur. Hein. Bien sûr, oui, bien sûr, ça crée un fossé sinon qui est très très étrange pour l'audiolecteur, quoi. Non, là, je pensais à Modankawa. Où j'avais fait son premier livre. Je les ai pas aimés. Kilomètre Zéro. Alors non, je n'ai pas aimé celui-là, mais je vais être un peu plus juste. Je ne l'ai même pas terminé. Je peux pas dire que j'ai pas aimé le deuxième en fait. Donc le deuxième, je l'ai pas essayé. Le premier, j'ai pas aimé. J'ai eu peur que ce soit trop. Pour moi, attention, là, ce n'est que mon avis. Hein. Que ce soit trop mièvre après l'avoir un peu commencé. Et donc j'ai dit bon, je vais pas poursuivre. Mais ça veut pas dire que les auditeurs ils aimeront pas. Ça veut dire que c'est juste moi. Bien sûr. Moi, c'était rigolo moi sur ce livre-là parce que c'est le premier livre que j'ai enregistré post premier confinement. Il a eu une saveur particulière. Ouais. Ça faisait du bien d'y retourner. Voilà, de retour à la normale. Et du coup, après avoir été quelques mois enfermé, ce livre, qui est quand même un roman de développement personnel, parle essentiellement de se dépasser en fait. De se dépasser et de remettre en fait les choses à leur juste valeur dans nos vies, de se rééquilibrer finalement. Et je trouve que ce premier confinement a beaucoup soulevé ce genre de questions de alors qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui est important dans ma vie, à quoi je devrais passer plus de temps ou moins de temps, etc. Et du coup, c'est vrai que ça a eu cette saveur-là assez particulière de se dire c'est le retour et je lis ce livre-là. Et en plus, il colle avec l'ambiance. En plus. Donc c'est vrai que un contexte vraiment particulier. Du coup, moi j'en ai un souvenir assez ému de ce livre finalement qui a résonné particulièrement. Oui. Elle, pour son deuxième livre, elle avait demandé. Je ne suis pas non plus dans les coulisses de l'édition audio, donc qu'est-ce qui est de la demande de l'éditeur ou de la demande de l'auteur, ça c'est des choses qui peuvent être un petit peu floues, mais en tout cas, il y avait eu une proposition de dire mais pourquoi est-ce qu'on repartirait pas aussi sur la même voie? J'avais quand même repassé le casting. Ah ouais, c'est bien parce que c'est réglo. Oui, tout à fait. Et puis après, selon les éditeurs, il y a des éditeurs qui font systématiquement passer des castings sur les extraits du livre. Il y a d'autres éditeurs qui, pour le coup, font un casting en fait en interne en ayant déjà une idée en fait selon ce qui a déjà été enregistré par les comédiens. Avant d'enregistrer un livre, vous avez bien sûr du temps pour vous l'approprier. Est-ce le même temps selon les éditeurs? Non. Et alors ça a quand même évolué, je trouve, sur les dernières années. Parce qu'au tout début, quand j'ai commencé à enregistrer des livres audio, il m'est arrivé de les avoir peut-être 2 jours avant de commencer. Oh non! Oui, voilà. Le temps de préparation peut changer en fonction de quand l'éditeur envoie le livre au studio d'enregistrement. Et une fois qu'on est booké, nous, sur le livre, on l'a à ce moment-là. Voilà. Et quand on dit ce sera toi, donc hop. Voilà, ce sera toi, où est-ce que tu es disponible, je t'envoie le truc, tu peux regarder un petit peu, est-ce que ça te plaît ou pas. Voilà. Et en général, on a entre 15 jours et 1 mois, en fonction des éditeurs et de quand ils les reçoivent. Et comment est-ce que vous le préparez? Ma préparation, elle varie en fonction du style de livre. En règle générale, ce que je fais systématiquement, c'est que je lis très attentivement les 50 premières pages à peu près pour me familiariser avec la plume de l'auteur. Avec le style. Avec le style, avec les personnages, avec l'intrigue, comprendre le rythme en fait du livre parce que lire un livre, c'est vraiment une musique, c'est une histoire de rythme. Et ensuite, je fais une lecture rapide
du reste du livre pour voir s'il n'y a pas de piège, voilà, de prononciation. Et donc, voilà. Ouais, alors ça, vous en avez eu des gratinés, des prononciations. Voilà. Mais après, ma préparation va varier aussi en fonction du temps que je peux avoir à accorder au livre. Oui. Si c'est dans une période où j'ai énormément de travail, j'en aurai peut-être un petit peu moins. Mais j'essaie quand même toujours de le caler dedans. Alors, il y a certains livres, par exemple, les livres de science-fiction, où il y a énormément de personnages. C'est vrai. Les Myriam Cayono, voilà, entre autres. Adam Troy Castro. Exactement, je pense à eux aussi. Robert... Ah oui, Robert Jackson Bennett. Jackson Bennett, merci. Ouais, lui aussi. Lui aussi. Enfin, c'est des livres de science-fiction ou de fantasy qui ont tellement de personnages et des intrigues qui sont... s'entrecroisent. Ouais, c'est ça, qui se tricotent en fait au fur et à mesure, que pour le coup, je les lis assez attentivement, quasiment tout le long. Parfois je saute quelques passages quand je vois qu'il n'y a pas trop de difficultés. Parfois quand je suis vraiment moi prise dedans, il m'arrive de me les lire vraiment. Et oui. Je veux savoir la suite, je continue. Pour mon propre plaisir, exactement. Et c'est vrai que ça permet d'avoir une appréhension et une compréhension de tout le livre qui est assez génial, et de savoir justement ce qu'il ne faut pas vendre comme mèche au lecteur ou pas. Oui. Et oui, sur un ton, il y a un livre, alors là, c'est pas vous, donc je vais pas vous gronder, mais il y a une phrase que, à mon avis, la comédienne aurait dû prononcer différemment avec un autre ton, parce que, du coup, elle a vendu, elle aurait pas vendu, voilà, elle a vendu la mèche, quoi. Donc, ouais. Mais c'est pas vous, donc ça va. Ça va, ouf. Voilà, après il y a d'autres livres qui demandent un peu moins de préparation, quand c'est des romans à 4 personnages, des romans de vie un peu, où l'intrigue est pas très compliquée, etc. Ça demande vraiment juste un balayage. Enfin, après ces 50 premières pages qui sont lues attentivement, enfin pour moi en tout cas, j'ai pas besoin d'aller forcément sur une lecture très approfondie. Pour ce qui est du développement personnel ou des livres scientifiques, là, ça va demander un petit peu de s'arrêter, juste de voir aussi si les mots sont compliqués, ou s'il y a des techniques, des techniques ou même de la linguistique pure, en fait. Ouais. Savoir comment ça se prononce, parce que ça aussi, selon l'éditeur, certains éditeurs audio donnent vraiment un lexique de prononciation très précis. C'est plutôt assez génial. Après, c'est un lexique qu'on a souvent que au moment de l'enregistrement, donc sur la préparation, ça sert un peu moins. Après, maintenant, comment on appelle ça, cet alphabet universel. Ah, l'alphabet phonétique. Oui, merci. L'API phonétique, exactement. Moi, c'est devenu mon meilleur ami maintenant. Ah ouais. Pour savoir est-ce que c'est un et, un et. Et oui. Voilà. Ah ouais, comment ça se prononce. Exactement. Voilà. Oui, d'ailleurs, il y a pas longtemps, on s'est battu un peu avec l'alphabet phonétique parce que mon mari, il le connaît pas trop. Je voulais absolument savoir comment on prononçait klaxon ou klaxon, parce que je râle quand j'entends les comédiens dire klaxon, et en fait, j'ai enlevé toutes les fois où je râlais de mes chroniques parce que, en fait, ça dépend des régions. Voilà. Donc c'était mon nouveau mot. Vous savez que j'ai une liste de mots. Ah là il prononce pas bien. Ah là il prononce bien. Eh ben il a fallu que j'enlève klaxon de ma liste de mots. Donc j'imagine que vous dites klaxon d'ailleurs parce que vous êtes dans la région où on dit klaxon. Avez-vous du mal parfois à trouver le ton juste pour une réplique? Ça peut arriver, oui, très honnêtement. Alors là vous faites des essais, comment dans ces cas-là, si je suis, parfois ce qui sort en fait naturellement, spontanément, ne va pas me plaire en fait à l'oreille, ou ne va pas correspondre parfois à la description qu'il y aura juste en dessous. Elle le dit d'un ton très énervé. Ouais, et puis, mince. J'ai pas été assez énervée. Donc dans ces cas-là, je demande à refaire, bien entendu. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'interrompre la lecture d'un passage parce que ça vous choquait ou ça vous émouvait, même si vous l'aviez préparé, voilà. Oui. Quand c'est de l'émotion, au contraire, parfois je sens ma gorge qui peut se nouer, vraiment, sincèrement. Et ça peut être bien, en fait. Les poils qui se rebroussent. Voilà, mais ça peut être donner une bonne dimension au jeu, en fait. Exactement. Donc dans ces moments-là, en fait, j'accepte l'émotion et je ne l'interromps pas, parce que généralement, ça nourrit effectivement la lecture, je trouve. Quand il m'est arrivé d'être choquée
Enfin, c'était quoi? C'était pour un livre érotique que j'avais enregistré. Ça m'est arrivé dans ces livres, ces enregistrements-là, d'arrêter en cours de route en étant non mais c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire là? Oh non. Ou de s'arrêter sur un fou rire, ça arrive. Ah oui aussi. Ah bah oui. Ça sur des fous rires, ça peut vraiment arriver. Ou sur des fois où on enregistre quelque chose et puis on bute sur un mot et on bute et on le refait 10 fois. Et on rebute. Et on rebute et on rebute et on rebute. Et des fois, parfois, on part en fou rire. Mais ça n'a rien à voir avec le livre en lui-même aussi. Oui, c'est parce que au bout de la 10e fois à dire, ou alors cette phrase, elle me fait rire et je sais pas pourquoi, mais bon. Ou alors, ce qui est très rigolo, c'est quand on intervertit, en fait, deux mots. Parfois, le cerveau enregistre un mot et la bouche dit autre chose. Oui. Ah ouais, ça c'est. Ça a souvent la même signification. Parfois, pas du tout, mais souvent, ça a la même signification, mais ce n'est pas le même mot. On veut ce mot-là. Bah ouais, mais non, c'est pas ça qui est écrit. C'est ça, et là, on va peut-être pas réécrire le livre. Je voulais rebondir sur quand vous parliez de l'émotion. Justement, hier, j'ai lu encore un livre qui était dans ma pile à livres depuis un petit moment, qui est Reine de beauté. Vous m'aviez dit qu'il était sympa et effectivement, je l'ai bien aimé. Et alors, à un moment, dedans, vous pleurez. Et j'ai mis dans ma chronique, Camille Lamache fait partie de ceux qui savent pleurer, qui savent jouer les pleurs. Parce que, pour moi, vous l'avez bien fait. Et alors, je viens de me dire, peut-être que vous étiez émue, justement. Alors, vous vous souvenez pas, je pense. Je ne sais plus sur quel passage. Ça fait un petit moment. C'était dans Reine de beauté, effectivement. La grande sœur qui pleure, et même moi, je sais plus pourquoi d'ailleurs, c'est bien, alors que je l'ai eu hier, donc c'est... alors là, je saurais pas vous le dire. Oui, vous vous souvenez pas, ça fait plus d'1 an, ça fait 2 ans, je crois que vous l'avez fait. Ouais. Mais j'ai des souvenirs, en tout cas, comme ça, de moments d'émotion où les personnages sont dans une émotion et où moi, ça me résonne quelque part. Certains livres vous ont-ils obligé à jouer d'une manière à laquelle vous n'auriez pas songé? Oui, je pense. Bien sûr, ouais, il y a des scènes qui sont toujours assez étonnantes. Je pense justement au Robert Jackson Bennett sur les maîtres enlumineurs. Un des personnages qui s'appelle Clé. En fait, tous les objets peuvent être enluminés, donc magiques. Et ils sont tous hyper surexcités. On a l'impression qu'ils sont sous drogue. Et en tout cas, je les ai joués comme ça. Survoltés. Des trucs complètement survoltés. Et c'est drôle parce que c'est vraiment dans la façon dont c'est écrit, c'est vraiment ça laisse en tout cas cette possibilité-là de se dire ils sont complètement barrés. Ces objets sont barrés. Dès qu'ils sont enluminés, dès qu'ils sont sous magie, il y a un truc très. En plus, ils sont dans une redondance de oui, ouvre-moi, machin. Donc, il y en a qui sont très sur la sensualité, d'autres qui sont sur un truc très très survolté, etc. Et là, je me suis amusée, je m'en suis donné vraiment à cœur joie pour aller à fond dans ces objets complètement loufoques, enluminés, donc magiques, qui répètent en boucle une chose, quoi, un peu de façon obsessionnelle. Et ça m'a vraiment beaucoup amusée. Et où je me suis dit, au début, j'ai lu et j'ai fait ah oui, vas-y. Faut y aller à fond. Faut le faire comme ça, ouais, sûrement. Ça. Et notamment le personnage de Clé. Alors, c'était rigolo parce que pour le personnage de Clé, donc une clé enluminée, une clé magique, qui est très émouvante aussi, j'avais toujours la voix de Bruce Willis en tête. Dans la tête. Voilà. Avec cette espèce de Bruce Willis ou de Patrick Poivet? De Patrick Poivet. De Patrick Poivet, voilà, oui, voilà. Bien sûr, de Patrick Poivet. Voilà. C'était la voix de Patrick Poivet dans mon oreille que j'entendais sur cette façon qu'il avait d'être à la fois très sérieux, très sûr de lui, et puis tout à coup, le petit sourire, la petite nuance, le côté un peu je déconne. Ouais, voilà. Et voilà. Et j'avais ça en tête, cette voix en tête, et en fait, ça m'a guidée tout au long de ce personnage. Donc. Ça, c'est chouette. Faites-vous des gestes lors de l'enregistrement? Oh oui, beaucoup. Lire statique, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué, ne faire aucun geste. On parlait de musique tout à l'heure, que la lecture, c'est une musique, c'est un rythme.
Du coup, faire des gestes, ça permet de réactiver un rythme, d'accompagner en fait sa pensée, ses mots, sa prononciation, et du coup, ça permet effectivement de nuancer en fait énormément. Et alors là, dernièrement, j'ai aussi enregistré debout. Ah ouais. C'est vachement intéressant. C'est vraiment ça crée aussi une autre dynamique. Ça évite ce côté. Alors j'ai eu deux enregistrements assez étonnants. Donc un où je l'ai fait vraiment complètement debout. Là c'était partant de canicule, donc il y a quelques jours. Et donc j'étais là, je pourrais pas enregistrer assise par 40 degrés dans un studio sans climatisation, ce n'est pas possible. Donc j'ai dit je veux absolument jouer debout. Alors faut rester statique sur les jambes, mais par contre ça permet de tout faire partir du ventre, et comme dans le jeu en général, que ce soit au théâtre, au cinéma, enfin dans n'importe quel jeu, tout vient du ventre, tout vient des racines en fait. Donc on a besoin de mobiliser à fond ses émotions et son ventre, et donc faire des gestes permet ça. Donc oui aussi. Donc, voilà, c'est ça permet vraiment d'accompagner, de refaire partir du centre du corps pour aller vers le micro. Et aussi, j'ai aussi enregistré sur une balle, vous savez, ces balles de gym. Les ballons, là, enfin... Ouais, les espèces de ballons de gym, là. Pour faire des exercices pour le dos, non? Exactement. Voilà. Et donc, un des studios s'est équipé de ballons pour justement éviter le côté debout, parce que c'est vrai que quand on fait 8 heures d'enregistrement debout, on a les jambes très lourdes. Oui. Donc, au bout d'un moment, c'est quand même assez compliqué. Les jambes, les pieds, les... Ouh là là. Voilà. C'est un petit peu difficile de rester quand même sur la longueur debout pendant 8 heures. Donc eux, ils ont un ballon, ce qui permet de mobiliser encore une fois la ceinture abdominale, mais tout en étant assis, et donc de pouvoir nourrir toujours ce jeu et ces émotions, et ne pas avoir une lecture qui devient molle ou qui s'endort. J'aurais pas pensé au ballon. Comment vous arrangez-vous pour tourner la page sans bruit? Eh bien, on lit sur tablette. Ah mais c'était ma question suivante. Voilà. Quelle transition! Nous lisons sur tablette. Oui. Ouais. Ah oui, mais parce qu'alors, moi j'ai des personnes, quand je leur dis seriez-vous prêt à lire sur liseuse, justement pour éviter ce genre de désagrément. Oh non! Eh oui. Donc voilà. Et oui. Mais maintenant, donc le livre audio se fait vraiment sur tablette la plupart du temps. Alors pareil, il y avait un studio qui s'était équipé de liseuses, donc avec cette technologie e-ink qui permet d'avoir une impression de livre papier qui est vraiment beaucoup plus agréable pour les yeux, beaucoup plus reposante, parce que lire sur tablette avec la lumière bleue, c'est quand même assez fatigant. Oui, voilà. Et donc pareil, selon les studios, soit c'est nous qui tournons nous-mêmes les pages. Ah oui, bah oui. Ce que moi personnellement je préfère, mais dans d'autres studios, c'est l'ingénieur du son qui tourne les pages. Je pense que c'est pour que le comédien se concentre uniquement sur la lecture, et ça permet aussi à l'ingénieur du son de suivre vraiment complètement. Ah oui. Enfin, j'imagine que c'est ça, parce qu'en enregistrement, vous avez donc le comédien qui lit et l'ingénieur du son qui est soit dans une pièce séparée, soit dans la même pièce, ça dépend des studios, encore une fois, et qui a lui aussi sur son écran le livre, et il suit en même temps que le comédien. Et oui, comme ça, s'il y a une erreur, ou il y a, enfin voilà, il sait où il doit reprendre ce qu'il doit faire, ou alors dire ah, tu t'es trompé, tu t'en es pas aperçu. C'est ça. Et certains ingénieurs aussi peuvent parfois, selon les studios, prendre aussi un rôle de directeur ou directrice artistique. Et ça, c'est pas désagréable non plus, parfois. Parce que vous avez un avis, en fait. C'est bien. Exactement. De quelqu'un qui dit ah tiens, là tu l'as joué, peut-être que tu peux essayer de le jouer comme ça. Et ça, c'est assez sympa aussi parfois d'avoir ce retour-là. Faites-vous particulièrement attention à votre voix dans la vie de tous les jours? Ah oui. 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 Et oui, c'est mon outil de travail, c'est mon instrument, donc oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai toujours un petit foulard pas très loin. Hein. Alors en été, un peu moins. Le soir, je fais attention. Ah ouais, quand même. Le soir, si je suis dehors et qu'il y a beaucoup de vent, je peux sentir que ça tape dessus. Si j'ai des grosses semaines, je vais faire très attention. Si je suis en vacances, je suis en vacances. Quand même. Hein. Mais l'hiver, par contre, ouais, c'est ça, jamais sans mon écharpe. Ah ouais, carrément.
Combien de temps dure une séance d'enregistrement? Et puis, quelles sont les différences selon les éditeurs? Une séance d'enregistrement, en règle générale, c'est 3 heures ou 4 heures, selon les studios, pour une session d'enregistrement. Et puis avec les studios et selon les comédiens, leur disponibilité, etc., on peut faire des journées entières. Donc dans ces cas-là, c'est 6 heures ou 8 heures. Moi, par exemple, je suis assez adepte des journées entières. Avant, je trouvais ça très fatigant quand je commençais le livre audio, parce que c'est vrai que lire, c'est vraiment un exercice particulier, lire à voix haute, et ça demande beaucoup de concentration. C'est vraiment une performance sur le long terme, quoi. Puisque généralement, en voix off, en doublage, on enregistre des choses très courtes. Les publicités, ou les répliques, tout ça, mais c'est court. Oui, c'est ça. En doublage, c'est vraiment ça va être une boucle ou ça va être une phrase, ça va être phrase par phrase qu'on va enregistrer. Donc, l'attention peut se relâcher et se réactiver, etc. En termes d'effort, c'est pas tout à fait le même. Là, on est seul à la barque à lire pendant 3 heures, 4 heures, donc parfois 6 heures ou 8 heures d'affilée. Et c'est vrai qu'on peut ressortir la tête vraiment dans le cosmos, quoi, dans un autre univers. Mais parfois, moi, je trouve ça assez grisant, justement, d'être complètement dans le livre. Alors, les après-midi peuvent être parfois, donc c'est là où il faut redoubler d'attention parce qu'on peut se relâcher un petit peu. Il faut réussir à être accord. Il faut aussi que, au niveau de la voix, ça puisse suivre. Si on a une voix fragile, enregistrer toute la journée d'affilée, ça peut être compliqué. J'ai la chance jusqu'ici d'avoir une voix qui tient la route, solide, qui tient. Et du coup, moi, j'aime bien avoir ce côté immersion totale dans le livre pendant plusieurs jours. Donc, c'est vrai que si j'ai la possibilité, j'essaye de les enregistrer en journée entière ou dans des journées qui se suivent. Oui, le lendemain, on recommence demain. Voilà. Parce que ça m'est arrivé, pour des raisons de planning, de faire une séance ou deux une semaine et de reprendre la semaine suivante avec 5-7 jours entre. Et là, il faut se remettre dedans, se remettre dans l'énergie, etc. Et voilà, ça, pour moi, en tout cas, ça me demande un effort supplémentaire. Et puis se dire, alors, j'avais fait quelle voix, ah oui, c'est vrai, tel personnage, etc. Donc voilà. Après, moi, mon petit truc là-dessus, de comédienne, c'est de donner un geste. Justement, on parlait de geste tout à l'heure. C'est d'attribuer au personnage un geste ou une posture. Comme ça, vous l'imaginez. Exactement. Encore plus. Par exemple, ces derniers temps, j'ai enregistré les chroniques de Bond Street, qui sont très drôles d'ailleurs, très très rigolotes, d'une autrice qui a fait tous les Agatha Raisin. Ah oui, voilà, je me dis, ça me dit quelque chose. Oui, c'est dans les apparaître. C'est très très enlevé, c'est assez génial ce qu'elle écrit, je trouve. Enfin, voilà, ça. J'ai pas lu les Agatha Raisin, mais voilà, je les lirai peut-être. En tout cas, ça donne le sourire. Voilà. Les Agatha Raisin, c'est une amie comédienne qui les enregistre et je crois que c'est vraiment très très chouette. En tout cas, donc sur les chroniques de Bond Street, il y avait pareil une galerie de personnages assez détonnants, donc sur l'Angleterre du 19e siècle à peu près. Et donc il y a une dizaine de personnages, je dirais 10-12 personnages. Et donc pour chacun, il y avait, je leur donnais une posture, donc une vieille dame pour moi qui est une ancienne noble, donc qui se tient très très droite sur sa chaise, et je l'imaginais avec sa petite canne, donc j'avais mes deux petites mains qui étaient du coup vous la faisiez, voilà, c'est ça, et ça me permet dans des situations dialoguées comme ça de pouvoir jongler en fait, de me dire tiens alors elle c'est les mains sur la canne. Lui, il lisse sa moustache. Donc, je lisse ma moustache. Voilà. C'est ce genre de toutes petites choses, moi, qui me permet de me mettre dans le personnage et de retrouver, du coup, sa voix par sa posture. Après, chaque comédien a ses trucs. Hein. Ouais, voilà. C'est ça qui est rigolo, mais que ce soit sur la préparation, je connais des comédiens ou des comédiennes qui, justement, stabilotent tout, passent vraiment énormément de temps, viennent avec leur PDF qui est tout stabiloté, etc. Il y en a d'autres qui ne les lisent pas ou très peu. Enfin, voilà, chaque comédien... Chacun a ses trucs. Ses endroits, ses méthodes. Qui fonctionne. Exactement, qui lui convient. Chacun fait sa tambouille, quoi. Et voilà.
Quand vous faites une erreur de lecture, comment ça se passe? Parce que moi, j'ai eu 2 versions. C'est-à-dire qu'il y a une lectrice qui enregistrait pour Audiolib et VDB. Et elle me disait, alors, soit le technicien, il marque et il revient ensuite, une fois que moi, je suis partie, et que voilà, soit il corrige tout de suite. Alors, comme vous avez eu plusieurs éditeurs. Eh bien, tout existe. Soit, en fait, l'ingénieur du son, effectivement, laisse le comédien en lecture libre, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'intervient quasiment jamais. Dès que le comédien se trompe, il le laisse se reprendre et il met ses marqueurs et ensuite ce sera au montage qu'il enlèvera les moments où il y a eu des erreurs. Ce qui ne l'empêche pas, lui, de pouvoir dire « Ah, tu as mis un mot à la place d'un autre ». Mais lui, juste sur son logiciel son, il va mettre simplement des marqueurs. Reprendre. À moins qu'il y ait une reprise, qu'il y ait 10 reprises, dans ces cas-là, au bout d'un moment, il fait ce qu'on appelle un drop. Et donc, d'autres studios ou d'autres ingénieurs son, eux, vont marcher donc à ce qu'on appelle le drop, c'est-à-dire que dès qu'il y a une erreur, ils arrêtent l'enregistrement, ils relancent la phrase d'avant pour qu'on l'ait dans l'oreille et que le comédien puisse enchaîner la lecture par la suite. Ouais, donc, ils coupent directement, au moment où ça se fait. Quoi. C'est ça, à la dernière respiration, etc. Et donc, comme ça, eux, aussi en termes de travail, c'est parfois plus facile, je sais pas. Ça dépend, je pense, des process de travail de chaque studio. Et voilà, et dans ces cas-là, ce qui est plutôt recommandé, on va dire, chez les comédiens, quand on nous drop, mais ça c'est valable pour tous les supports, tous les médiums en tout cas de voix, c'est de nous autodoubler. C'est-à-dire qu'on a notre voix dans l'oreille, on reprend le même rythme, on le dit, on le redit dessus pour enchaîner et pour être dans la même énergie que ce qui a été fait auparavant en fait. Et oui, il ne faut pas que ça ait l'air d'avoir été coupé justement. Exactement. Il n'y a rien de pire que d'entendre un enregistrement et de se dire au milieu de la phrase, tiens c'est bizarre, il y a eu un truc là. La voix elle n'est plus tout à fait pareille, c'est ça. Bizarre. Avez-vous une anecdote marquante à raconter ayant eu lieu lors d'un enregistrement? Alors, il doit souvent y avoir des fous rires, comme vous disiez, mais... Oui. Il y a les fous rires, il y a les bruits. Ah, si, une fois, c'était rigolo. Une fois, ma tablette est tombée. Boum. Sur la table, et ça a fait un gros boom. Et là, je vois l'ingénieur du son qui se lève et qui vient voir en panique, pensant que j'étais tombée de la chaise. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Voilà, après, il y en a plein des anecdotes. Il y en a avoir beaucoup. Marrantes, ouais. Là, comme ça, je suis un peu prise au dépourvu. Mais oui, il y a énormément. Ça me reviendra sans doute dans les discussions. Est-ce qu'il est arrivé qu'au moment de l'enregistrement, malheureusement, vous soyez enrhumé? Oui. Et alors, comment vous avez fait pour vous en dépatouiller? Ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais allergique à mon chat. Ah mince, oh non. Voilà. Terrible. Sniff. Je l'ai découvert après, mais je l'ai gardé. Chouette. Mais il arrivait que j'avais le nez qui se bouchait pendant l'enregistrement, parce qu'un poil de chat devait traîner par là. Donc j'avais toujours mes petits pchites pour déboucher le nez. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre, à placer ma voix de telle façon, parfois de réussir à contourner l'obstruction nasale. C'est bizarre. Ça alors voilà. Ça, je me demande comment... Parce que c'est vrai, quand on a le nez bouché, moi, parfois, j'essaie de faire... Mais on entend quand même. Hein. Ouais. Alors, parfois, quand c'est vraiment bouché, bouché de chez bouché, c'est pas possible. Des fois, il vaut mieux s'arrêter, effectivement, reprendre, etc. Par contre, alors, ce qui m'est arrivé une fois, c'était d'avoir une aphonie en milieu de nuit. Mince. Et c'était parce que j'étais sous un traitement de corticoïdes qui jouait sur la voix. Et puis, une période très fatiguée, très stressée, puis on sait que le stress et la fatigue jouent énormément sur la voix. Et au fur et à mesure de l'enregistrement, je sens que je perds ma voix, et là je fais ça va pas être possible. Et du coup à un moment, on a arrêté, on a dit on va s'arrêter là, parce que on va pas pousser, ça sert à rien. Non, il faut pas. Ce sera inaudible pour de toute façon, l'audiolecteur, c'est pas la peine. Puis c'est mon instrument de travail, donc je vais y faire attention. Et c'était je vais aller me reposer, je vais aller dormir.
Et puis on va reprendre dans quelques jours, on va s'arranger avec l'éditeur et puis lui dire qu'on repousse la livraison, etc. Oui, parce que quand il y a des délais... Oui, bah oui. Mais bon, dans ces moments-là, à moins de décider de changer de comédien et puis de tout reprendre à zéro, mais finalement c'était l'histoire de quelques jours et puis j'ai dormi pendant 3 jours et puis au bout de 3 jours ça allait mieux. Ça y est, la voix est revenue. Voilà, c'est ça. Et au final, on a fini complètement dans les Tant temps mieux. parce qu'on était en avance pour le coup. Effectivement, c'est assez embêtant quand ça arrive. Quels sont pour vous les avantages et inconvénients d'enregistrer à plusieurs comédiens? Les avantages, je pense que parfois, pour l'audiolecteur ou l'audiolectrice, je pense que ça peut donner aussi un renouveau en termes d'écoute et ça peut venir enrichir aussi du coup le livre. Pour le lecteur, enfin donc le comédien, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Oui, parce que vous n'êtes jamais ensemble, j'imagine. Bah non, on n'est jamais ensemble et selon le temps de préparation, on ne lit pas forcément, on ne prépare pas forcément parce que nous on ne va pas lire. Oui. Le fil de lecture est un peu plus compliqué parfois de se dire ok, alors là je ne sais pas ce qui s'est passé ou je devine à peu près mais j'ai pas forcément tous les détails. Mais est-ce que vous lisez quand même les autres parties ou vous n'avez pas le temps et donc du coup en fait moi dans ma préparation au départ je lis toutes les parties pour savoir un petit peu quand même, de quoi il en retourne mais après je zappe en fait les autres parties sauf une fois il me semble que c'était pour Reine de beauté d'ailleurs. Il y a bien deux oui, il y a 2 personnages et donc il y a 2 comédiennes. C'est ça. Et pour Reine de beauté, ce que j'avais fait, j'avais au début fait ma préparation habituelle où je lis les 2 parties. Et ensuite, je n'ai lu que les parties de l'autre comédienne. Ah tiens. Et j'avais balayé vraiment très très rapidement les miennes, mais j'avais lu toutes ces parties pour savoir ce qu'elle jouait. Et ça avait été assez rigolo. Et du coup, j'avais cette surprise de savoir, tiens, moi, qu'est-ce qui va se passer dans mon chapitre? Et est-ce que ça arrive qu'avec certains comédiens, quand même, vous vous mettiez un peu d'accord ou non, vous n'avez vraiment pas le temps parce que... C'est arrivé avec un comédien, avec Mathieu Dahan, qui est très, très, très professionnel. C'est vrai qu'il lit très bien. Il lit extrêmement bien et il est d'une gentillesse incroyable. Et il a un vrai travail de préparation très fourni. Et du coup, avec lui, oui, on avait échangé auparavant pour savoir, tiens, moi, je vais le faire comme ça. Qu'est-ce que tu penses de celui-là, machin. Enfin voilà. Donc ça, c'était assez chouette d'avoir cette possibilité-là. Mais sur certains livres, il y a des comédiens que je ne connais pas et donc avec qui on n'a pas forcément d'échange, etc. Et après, vous demandez pas, enfin, vous ou l'autre comédien, on ne demande pas, est-ce qu'on pourrait pas être mis en contact pour... Alors après, il n'y a peut-être pas le temps, il y a peut-être pas... Il y a parfois pas le temps et tout dépend de ce qui est joué. Là, avec Mathieu, c'était un livre où les personnages se rejoignaient à un moment, etc. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est 6 fourmis blanches. Oui, les 2 personnages se rencontraient à un moment. Oui, donc il y avait nécessité à se connecter, en fait, ensemble. Pour d'autres livres où ils peuvent se rencontrer, mais où ça n'a pas forcément été le cas. Donc non, on n'a pas eu cette démarche, ni les uns ni les autres. C'est vrai que ça, c'est dommage parce que c'est enrichissant, mais j'imagine, effectivement, vous n'avez pas forcément le temps, pas forcément tout le monde... Enfin, voilà, il faut se retrouver. Et encore une fois, les comédiens qui enregistraient pour VDB, ils enregistraient ensemble. Et au moment où VDB est parti... Voilà, ça commençait justement, non, on n'enregistre plus ensemble parce qu'on n'a plus le temps, parce que blabla. Et certains d'entre eux le déploraient. Ils disaient c'est tellement mieux quand on enregistre ensemble. Ils enregistraient au même moment ? Apparemment, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit. Parce qu'en fait, ce qu'ils faisaient aussi, et là c'est compliqué, c'est-à-dire que quand c'était un personnage qui racontait, mettons, c'est le personnage masculin qui raconte, et puis il y a d'autres personnages féminins qui interviennent, c'était la lectrice qui qui disait les répliques de la femme. D'accord, ok. Ah oui, effectivement, ça demande une organisation plus pointue. Voilà. Et ça doit plus être possible. Mais c'est comme en doublage, combien j'en entends qui déplorent que maintenant, non, le doublage il se fait plus, les comédiens ils sont plus ensemble. Ouais, ça c'est vraiment dommage. C'est vrai que quand on donne la réplique
à quelqu'un, on voit comment il la joue et selon comment la personne la joue, ça change tout en fait. Mais c'est vrai qu'entre le contexte sanitaire et les délais de production, ça devient très très compliqué de... C'est vrai que c'est dommage. Enfin, je trouve que c'est dommage. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est dommage, mais après, c'est comme ça. Ouais. Quelle directive vous donne-t-on lorsqu'un personnage a un accent étranger? Et aussi pour la prononciation des noms propres étrangers. Alors, la plupart du temps, les directives, c'est de franciser le nom. C'est ce que je préfère aussi. Pour les noms étrangers, voilà. C'est d'essayer de les franciser au maximum. S'il y a un accent, si on sait extrêmement bien les faire, on les fait. Si c'est pas le cas, il vaut mieux ne pas les faire et donner dans l'interprétation un petit truc, une petite hésitation, voilà, parfois des petites difficultés de prononciation. Enfin, voilà. Ça va se jouer sur des petites choses qui sont des détails un peu plus ténues, que vraiment sur un accent avec des R roulés ou qui vont parfois en fait faire plus grossier qu'autre chose en fait. Ah ouais, moi c'est vrai que je déteste ça. Parce qu'il y en a qui le font, alors est-ce que c'était avant ou est-ce que maintenant ils le font? Moi je sais même plus tellement j'ai horreur de ça. Et parfois ça arrive, par exemple le disque jockey. Quand les gens disent DJ, j'ai envie de les tuer en fait. C'est pénible. Alors le comédien ne m'entend pas bien sûr devant mon ordinateur, mais DJ. Bah oui, DJ, ouais, bah oui, bien sûr. Et alors il y a un auteur, moi je l'appelle CJ Box, parce que c'est un C et un J, et le lecteur à un moment disait CJ Box, et dans ma chronique je mets mais pourquoi vouloir absolument angliciser? Dans ce cas il dit CJ s'il veut pas dire CJ, ou s'ils savent, parce que ils ne savent peut-être pas que J c'est J, mais c'est pas grave, mais alors il faut pas faire du faux. Voilà, c'est ça en fait, l'idée c'est d'avoir une cohérence. C'est surtout ça, c'est avoir une cohérence du début à la fin sur un livre. Donc, soit vraiment c'est extrêmement francisé. Donc, pour les initiales, il faut voir en fait aussi l'usage. C'est que, par exemple, si c'est un thriller avec le NYPD, on va dire NYPD et non pas NYPD. Moi, j'aurais dit ça, mais bon. Tout dépend aussi de l'usage, quoi. Non, mais c'est vrai que là, je comprends qu'on dise NYPD. Oui, voilà. Mais si on parle de l'aéroport JFK, on va dire JFK. Ah oui. Et alors, il y en a qui disent JFK. Ah, ça m'énerve. Voilà. Alors, c'est vrai que ça fait bizarre, JFK. C'est vrai qu'on va plutôt dire JFK. Enfin, JFK. Mais en fait, voilà, ça dépend aussi de ce qui est de l'usage de notre propre langue française, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Ce qu'on dit aussi. Et pour ce qui est des prononciations, quand on est à plusieurs personnages, plusieurs lecteurs, pardon. Eh oui. Là, il faut s'accorder. S'il y en a un qui a commencé, c'est le premier qui a enregistré, qui donne sa prononciation. Le ton, voilà. Voilà, c'est aux autres de s'accorder, de dire moi je l'aurais pas dit comme ça. Bon, mais tant pis. On respecte, ça a été dit comme ça, donc on va aller dans la continuité. Bah oui, là vous êtes obligés, parce que sinon ça va pas. Ouais. Ça m'est arrivé sur les Ellison Cooper où ça n'a pas été c'était Audrey Dulster qui avait fait le tome 1 et vous avez fait le 2 et le 3. J'ai fait le 2 et le 3 effectivement. Alors, je ne connais pas les raisons de pourquoi ça a été changé, mais il me semble que l'éditeur déjà audio Mais oui, l'éditeur audio a changé. Donc voilà, est-ce que c'est au niveau de l'éditeur? Est-ce que c'est parce que peut-être qu'elle est moins en Belgique? Ouais, voilà. Je me disais que c'était peut-être ça, parce que Audible n'a peut-être pas de studio en Belgique. Je ne sais pas, je n'ai pas eu les dessous. Et c'est vrai qu'Audrey Dulster n'enregistre pas pour Audible, je crois. Elle enregistre pour Audiolib, mais je crois qu'elle n'enregistre pas pour Audible, donc il doit y avoir impossibilité de. Peut-être. Quoi qu'il en soit, donc j'ai fait la suite et j'ai écouté donc ce qu'elle avait fait, parce que c'est important pour moi. Je reprends une saga, même si c'est des livres qui peuvent s'écouter tout à fait séparément. Mais il y a quand même ce personnage principal dont on va suivre l'évolution, et du coup je voulais m'imprégner un peu de ce qu'elle avait fait. D'ailleurs, elle l'avait extrêmement bien fait. C'est une bonne comédienne, Audrey Dulcer. Incroyable, hein, franchement, j'avais été vraiment captivée par ce qu'elle avait fait. Je dis, pourquoi il change? Mais bon. Non, mais vraiment, je pense que c'est une impossibilité, comme on disait, parce que, je fais une petite digression, Audiolib, justement, a fait Monster de Patrick Bowen, et peu de temps après, ou quelques années après, Audible a fait la suite, et ils ont repris le même comédien.
Ah oui. C'est Antoine Thomé. Et Antoine Thomé, voilà, il n'est pas en Belgique. Donc, à mon avis, il y a une impossibilité géographique. Il y a un truc comme ça. Possible. Il y a quelque chose, en tout cas. Quoi qu'il en soit, donc j'ai enregistré la suite. Et donc, elle avait prononcé le personnage principal, le prénom qui du s'appelle Sayer Alter. Il me semble qu'elle le prononce comme ça. Et quand je le lisais, pour moi, les premières fois, quand j'ai découvert le livre, j'aurais dit Sayer Alter. Parce que c'est S-A-Y-E-R. Ouais. Moi aussi, j'aurais dit Sayer. Donc, j'aurais dit Sayer. Mais comme elle l'a prononcé Sayer, je me suis dit, logique. En plus, pour justement ceux qui auront écouté les premiers tomes, si tout à coup on change la prononciation du personnage principal, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc voilà, je me suis calée sur ce qu'elle avait fait. Mais c'est vrai que Y, normalement, c'est 2 I. Donc moi aussi, j'aurais dit Sayer. Mais bon. Et donc, ça, c'est la question qui m'intéresse énormément. Que venez-vous d'enregistrer et qu'est-ce qui est en préparation? Ce que je viens d'enregistrer. Alors, je viens d'enregistrer un thriller qui s'appelle Le Dernier Vol de Julie Clark. C'est un thriller sur une femme battue qui va vouloir disparaître et qui va intervertir ses billets d'avion avec une autre jeune femme. Et qui va se retrouver un peu propulsée malgré elle dans la vie de cette jeune femme. Voilà. Intéressant. Qui vit une vie qui n'est pas mieux. Non, c'est assez prenant. On sent une véritable volonté de l'autrice de parler des femmes battues et de leurs témoignages et du fait qu'on les croit. Que les victimes sont crues, que leur parole est entendue. Tout le fond du livre, en fait, repose là-dessus aussi, sur l'oppression des femmes et comment s'en libérer, et de la sororité entre femmes aussi. Et oui, entre femmes. Oui. Voilà. Donc ça, c'était assez sympathique. Et dans un tout autre genre, j'ai enregistré la semaine dernière votre Glucose Révolution, de Goddess. C'est une jeune femme qui a un compte Instagram, qui est une vulgarisatrice scientifique en fait sur le glucose. Donc ça c'est intéressant. Et j'ai appris pas mal de choses, il faut dire. Elle doit remettre les choses en place en fait. Oui. Et puis en fait, ce qui est intéressant dans son parti pris, c'est qu'elle n'est pas dans ne mangez pas ceci, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ça, elle dit surtout écoutez votre corps vous parle, écoutez-le. Maintenant, je vous donne des tips qui sont juste des petites choses à pouvoir mettre dans votre quotidien, de juste par exemple l'ordre dans lequel vous mangez vos aliments, etc. Voilà. Par exemple, c'est ça. Et tout en disant, je vous donne une série de conseils, vous n'êtes pas obligé de les appliquer à la lettre, faites ce qui est bon pour vous, n'en faites pas un diktat, et vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous pouvez choisir. Alors ça c'est bien, franchement. Alors celui-là, rien que pour ça, je le lirai, parce que moi, combien j'en ai lu des trucs, c'est il faut faire ça comme ça. C'est ça, voilà. Après, la difficulté, je pense, de ce genre de livre, là je vais vraiment sur du plus large, de développement personnel, etc., c'est souvent que l'idée est très intéressante, mais elle est développée pendant 300 pages, là où ça pourrait tenir parfois en 150. Oui, c'est vrai. Voilà, mais bon, en même temps... Certains, c'est vrai. Alors là, j'ai vraiment senti le truc, je suis ressortie de ce livre en me disant, ça y est, je sais ce que c'est que des glucides. Voilà. Je ne comprenais jamais la différence. Entre... fructose, glucose, saccharose, non, moi non plus. Et en fait, le rabâchage, c'est très américain, ça, comme manière de faire. Alors, c'est une jeune femme qui est française et qui vit, en fait, la moitié de l'année en Amérique et la moitié de l'année en France. Ce rabâchage, mine de rien, des choses fait qu'au bout d'un moment, ça rentre. Voilà. Ah oui, alors ça, c'est ça. Oui, elle l'a dit. Ah, c'est vrai. Ah oui, ok. Donc, le pic de glucose. C'est maintenant, je suis incollable sur la question. Comme ça, je vais apprendre des choses aussi. Et alors, par curiosité, c'est pour quels éditeurs Alors, faites votre Glucose Révolution, c'est pour Lizzie, et Le Dernier Vol, c'est pour Audible. Et ça sort quand? Ça, vous le savez peut-être pas. Ça devrait être dans pas si longtemps que ça, puisque... Parce que parfois, il y en a qui sont annoncés très très longtemps avant. Ouais, mais je pense que ça devrait être... soit pour août, soit pour septembre. Ah oui, dans pas longtemps.
Avez-vous déjà été recruté pour dire des audiodescriptions? Non, jamais. Dommage. Jamais, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. C'est vrai que c'est un exercice qui est très particulier. J'avais fait dans une formation, j'avais eu l'occasion d'essayer. Et c'est un exercice assez génial, assez compliqué. Oui, c'est compliqué. Puisque c'est réussir à être présent sans être trop présent. Voilà. Donner les informations essentielles, donc là l'écriture aussi de la personne qui écrit l'audiodescription est vraiment essentielle pour que ça tienne parfaitement dans le timing entre les dialogues, etc., pour pouvoir décrire tout ce qu'il y a à décrire. C'est un exercice que j'aimerais beaucoup faire. Ça me plairait de vous entendre sur une audiodescription. Écoutez-vous des livres? Oui. Alors, j'en ai surtout énormément écouté quand je voulais commencer à enregistrer des livres. Ah ouais, pour vous imprégner de comment c'était fait. Exactement, je voulais savoir comment ça se faisait, qu'est-ce qui se faisait. Et du coup, j'ai écouté énormément de livres comme ça. Maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez moins Parce le que temps. connaissant certains comédiens, il y en a certains que j'adore, mais c'est difficile de se départir parfois de l'image, du comédien. Voilà. Même quand c'est très très bien lu, parfois c'est compliqué de sortir de ça. Et en même temps, parfois c'est un vrai plaisir. Donc j'en écoute un peu moins. Maintenant, j'écoute beaucoup de podcasts. Ah bah oui, vous m'avez dit. Des histoires de temps aussi. Ouais. Parce que je trouve que la lecture audio requiert quand même une certaine concentration. C'est quelque chose que, pour moi, j'écoute quand soit je suis au lit, soit je suis sur un canapé, soit je suis en train de faire une tâche qui est vraiment répétitive, qui ne me demande pas d'effort intellectuel pour être vraiment dans l'histoire. Là où le podcast me permet de parfois décrocher un peu plus facilement, sans avoir besoin de mettre attends, j'ai oublié, j'ai sauté trois pages. Qu'est-ce qu'il a dit là? Je suis plus du tout dedans. Mais c'est un vrai plaisir quand j'écoute du livre Alors, audio. c'est vrai qu'on me dit ça, on me dit ouais, mais le livre audio, faut quand même être concentré. Alors, moi, comme je lis comme ça depuis que je suis fœtus, en fait, parce que ma mère me lisait des histoires dans son ventre, et après elle m'a acheté un magnétophone, voilà, je lis comme ça depuis toujours. J'ai pas ce problème-là, je peux faire autre chose en même temps. Et oui, c'est des histoires d'habitude, enfin vraiment. Et puis, je pense qu'on est dans une époque aussi où c'est compliqué de ne rien faire. Et écouter, être juste posé à écouter comme quand on est... d'avoir le corps, en tout cas, qui ne fait rien, dire entre grands guillemets, parce que l'écoute, c'est quand même une action. Il n'y a que le cerveau, en fait, qui... Voilà. Exactement. Et le corps qui ne bouge pas. Quand on a un livre papier en main, on bouge. Voilà, on le tourne, on bouge, effectivement. Quand on est juste sur de l'écoute, ne rien avoir à faire dans les mains, c'est compliqué au bout d'un moment. C'est pour ça que moi j'adore par exemple écouter quand je fais du ménage, du jardinage, voilà. des tâches qui justement me permettent d'être sur un mode un peu automatique en termes kinesthésiques, mais par contre avoir l'attention qui est portée sur ce que j'écoute. Et donc j'imagine que vous devenez comme moi, c'est-à-dire que vous avez vos manies. Ah mais tel comédien, je préfère quand c'est... Même quand, par exemple, quand vous les connaissez pas. Ah bah tiens, ça c'est lu par machin, je vais plutôt prendre celui-là. Oui. Non. Voilà, on devient tous comme ça. Hein, je pense. Sûr. Moi j'ai adoré les Vernon Subutex. Je déteste Virginie Despentes. J'adore Jacques Frantz. Et j'ai essayé les Vernon, parce que j'adore Jacques Frantz, mais j'ai pas pu. Moi j'aime beaucoup les deux, mais ben voilà, tant mieux pour vous. Et j'ai adoré écouter Jacques Frantz. Les lire, je trouvais qu'il avait il n'en a pas lu assez. Une façon de poser sa voix qui est un naturel en fait. Ouais, il est très assez... Il n'en a pas lu assez, Jacques Frantz. C'est super. Ouais. Et puis alors, moi, quand c'est un comédien que j'aime bien, lui, par exemple, j'aime beaucoup, c'est un livre que j'aime pas, qu'est-ce que je râle? Il y a machin qui va lire, c'est quoi ça? Ah, mais le régime me tente pas. Ah, mais ça va pas. Ah, mais mince, alors... Mais pourquoi ils lui ont fait lire ça? On arrive à la partie très subjective, où je vais dire, alors tel livre, moi, par exemple, j'ai aimé, ou... Moi, j'ai lu
une série de Myriam Cayonneau, vous le savez, c'est Yggdrasil. Vous m'avez beaucoup aidé pour les noms propres, beaucoup. Ah, ça, c'était une vraie galère. Et Voilà. j'ai eu la chance de collaborer avec Myriam Cayonneau quasiment, enfin, en direct, enfin, disons, par le biais du studio. Du studio. Et puis ensuite, on a pu échanger par mail directement. C'est chouette. Et ça, c'était vraiment une chance absolue de pouvoir faire ça. Parce que c'est vrai qu'il y avait tellement de prononciations. Et comme c'est une autrice française, je me suis dit qu'elle avait forcément ses idées. Bah oui, logique. Comment prononcer. Et que c'est tout un langage inventé. Et ouais. Du coup, on avait des pages et des pages de lexique. Alors, pour le coup, j'essayais de les demander pour la préparation des livres. Ah oui. Puis, bon, au fur et à mesure de... Oui, parce que sinon... Voilà, c'est ça. En fait, ce qui s'était passé exactement, c'est que sur le tout premier livre d'Yggdrasil que j'ai enregistré, on avait choisi une prononciation de personnage qui n'était pas la bonne. Donc, on a dû recommencer tous les personnages, enfin, toutes les fois où il apparaissait. Ouais. Et on a fait oh là 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 là. Et on s'en est rendu compte, mais en fait, en milieu de bouquin, hein, donc on n'avait pas fait. Ouais, mais c'est un gros truc, hein, donc. Mais c'est des enregistrements de 20 heures, enfin, en finale d'écoute, donc c'est des gros morceaux. Et donc on avait dû réenregistrer, sur je sais plus combien de centaines de pages, on avait dû refaire tout ça. Donc à partir de là, j'avais dit ok. On va demander un lexique à l'autrice avant. Et elle a eu la gentillesse de nous le faire. Et donc pour qu'il y ait le moins de mauvaises surprises possibles. Après, il y avait certaines prononciations où je pouvais prendre la liberté d'eux. Mais sinon, la plupart du temps, j'essayais quand même d'être fidèle sur les noms de personnages, notamment. Oui, à ce qu'elle le voulait. Enfin, ce qui est logique, hein, c'est normal. Et après, vous avez eu Pénible qui vous a dit comment ça s'écrit ? Ça, vous l'avez dit comme ça, moi je l'écris comme ça, mais comment ça s'écrit ? Alors bon, voilà. Ça, c'était le deuxième effet qui se coule. Écrire une chronique dessus, ça devait pas être évident. Ah non, c'est vrai que c'était pas toujours facile. Et donc, la question qui découle, c'est que comme moi j'ai été déçue de la fin, je voulais savoir si dans les autres Myriam Cayonneau, c'était un peu le même... Donc là, vous pouvez peut-être pas trop m'aider, mais je me suis dit, on sait jamais. Oui, parce que là, je pense que c'est quelque chose de subjectif. Eh oui. Voilà, moi cette fin, ne m'avait pas déplu pour le coup. Eh oui, voilà, donc vous pouvez pas savoir. Ce que j'ai aimé par la suite dans les autres Myriam Cayonneau, c'est qu'en fait, elle tisse une toile, vraiment, et que tous les livres qu'elle écrit ont une place sur cette toile du monde qu'elle appelle. C'est ça, je crois que c'est la toile du monde. Mais en fait, ils ont tous un embranchement. Donc il y a des moments, il y en a un qui, par exemple, se passe sur une planète et en fait on se rend compte que c'est une planète dont elle a parlé dans Yggdrasil. Dans un autre, un autre, etc. Et donc ça crée l'historique. Une espèce de passerelle. C'est un peu Star Wars, quoi. Ouais. Il y a ce truc où tout à coup, mais en fait ça, c'est l'histoire de cette planète-là. D'accord, c'est pour ça qu'elle est comme ça. C'est génial. Voilà. Et moi je trouve ça assez grisant pour le coup de découvrir au fur et à mesure, de me dire, ah oui, alors en fait tout ça s'imbrique. Mais en tout cas, voilà, c'est comme un grand tissage qui se crée au fur et à mesure. Moi, ça, je trouve ça assez excitant de le voir se créer. Ça a été quasiment dans les premiers livres audio je crois que c'était mon 4e livre. Et ça a été vraiment celui qui m'a complètement mise dedans, enfin dans le sens où la première année que j'ai enregistré des livres, j'ai peut-être dû en enregistrer 3 dans l'année. Oui, c'est vrai que vous enregistrez plus depuis quelques années, depuis 2 ans. Et depuis Yggdrasil, j'en enregistre quasiment au moins 1 par mois, quoi. Parfois 2. Ensuite, vous avez enregistré Ankar de Christian Blanchard. Moi, j'ai un peu peur que ce soit un peu mièvre, mais... Donc là, c'est pareil, c'est très subjectif. Ankar, oui, moi, ça m'a plu. Après, c'est très glauque. Ouais, il y a un tueur et tout. Alors, je disais mièvre parce qu'elle revient dans je sais plus quoi, il y a une histoire avec son passé. Je me suis dit, oh là là, est-ce que ça va être cucu ? Mais est-ce que d'un autre côté, oui, avec le tueur bien méchant, ça va pas être un peu... Ouais, non, moi j'ai plutôt un bon souvenir. Après, c'est
plus que c'est un univers assez sombre en fait. Et puis moi, ça me faisait penser à l'Asie du Sud-Est, alors ayant de la famille en Asie du Sud-Est. Ah ouais, ça résonnait. Il y a quelque chose qui résonnait. Alors vous avez aussi enregistré Plus on est de fous de Zoé Brisby. Oui. J'ai lu les chroniques sur Audible et certains disaient c'est mignon, mais c'est très très prévisible. Alors c'est gentil, c'est mignon, c'est sympa. Ça peut même être un peu rigolo, tout ça, mais c'est très très prévisible. Alors après, je me dis, si je le sais, eh ben, je fais avec, mais est-ce que ça va pas être trop quand même? Alors ça, vous pouvez pas le savoir non plus, mais en tout cas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors moi, j'ai trouvé ça très frais. Ah oui, ouais. Voilà, j'ai trouvé ça très frais, c'est très enlevé, c'est mignon. Moi, j'ai eu le sourire en le lisant. C'est sans prétention, mais c'est une lecture qui est agréable. Oui. C'est une lecture qui est agréable, c'est une galerie de personnages qui est plutôt attachante, qui est plutôt chouette. Alors, c'est prévisible, mais oui, mais en fait, on a envie que ça se passe comme ça, j'imagine. C'est vraiment du feel good, quoi. Voilà. Du roman feel good où on a envie de se mettre soit au bord de la piscine, les pieds en éventail, ou au coin de sa cheminée. Quand on n'a pas le moral, on a envie de lire ça. Et ça donne le sourire. Voilà. En tout cas, moi, c'est ça que j'en retiens. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'autrice. En plus. Et ça, c'était un moment qui était assez chouette. Elle est venue assister à une séance d'enregistrement. Et parce qu'elle voulait lire, je crois, les remerciements, il me semble. Elle voulait les enregistrer elle-même. Ouais. Et du coup, elle a assisté à un enregistrement. Et c'était super chouette d'avoir son retour. Et elle est tout à fait, je trouve, à l'image de son livre. C'est-à-dire que c'est elle est fraîche. Elle doit être souriante. Elle a un grand sourire, elle a une fraîcheur, elle a une énergie qui est assez communicative, une envie. Enfin, voilà, il y a quelque chose de naïf, mais dans le bon sens du terme, qui se dégage d'elle, qui est vraiment très, très communicatif. Quand on a la chance de pouvoir échanger, et alors là, rencontrer en vrai les auteurs, il y a quelque chose qui se noue, qui est assez chouette, quoi. Une tendresse, du coup, aussi envers ces livres. Donc, vous avez enregistré Et les vivants autour, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. Barbara Abel, pour moi, est capable du pire comme du meilleur. Donc, j'étais contente de bien apprécier le livre. Et que la chronique, vous l'avez lu, donc vous savez ce que j'en ai pensé. Et alors, par contre, merci de m'avoir écrit. Ça n'a pas dû être facile à écrire sans dire ce qui se passe. Ça, c'est le truc auquel je me heurte très, très souvent. Je dis, oui, mais je peux pas parler de ça. Ah, mais je peux pas parler de ça. Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est ça. C'est vrai que moi, je trouvais en tout cas que l'exercice de chroniquer un bouquin sans le spoiler, c'est difficile. Surtout que, particulièrement, vos chroniques vont vraiment dans le détail, souvent de certains moments, etc. Oui. Et je trouve que vous relevez l'exercice plutôt brillamment, d'ailleurs. Merci. Parce que c'est vraiment pas facile, de pouvoir écrire justement sans spoiler. Et du coup, l'anecdote, je vous l'ai déjà racontée, l'anecdote sur ce livre. Moi, j'avais beaucoup aimé enregistrer ce livre, d'ailleurs, qui est écrit d'après un fait divers. Ah, ça, je ne le savais pas. C'est ça que je trouve intéressant aussi dans l'écriture de Barbara Abel. Il me semble qu'elle est souvent sur ce livre-là, mais qu'elle s'inspire de choses qui ont vraiment existé, comment elle va le romancer. Et du coup, donc j'enregistre ce livre, puis on me rappelle pour donc faire des retakes, donc des reprises. Ok, on refait les 3 petites choses. Puis quelques temps plus tard, on me rappelle, et puis tout d'un coup, on tombe des nues avec le studio parce qu'on voit que l'éditeur nous envoie 200 retakes à faire, un truc énorme. On fait, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et on se rend compte qu'il y a des passages entiers à réenregistrer. Et on se rend compte, en fait, que nous n'avons pas eu l'épreuve finale. Et vous avez eu les épreuves non corrigées. Oui, tout à fait. Nous n'avions pas le bon texte. Alors bon, des fois, on se demandait, est-ce qu'il n'aurait pas valu mieux, finalement, réenregistrer tout le livre ou pas? Tout le livre. Mais parfois, on se dit que c'est parfois plus rapide, parce qu'au final, on a mis... parce qu'il faut tout remonter aussi. Quasiment 4 heures
juste nous en studio, quasiment 4 heures, ouais, au moins. C'est ça, entre 2 et 4 heures pour recaler, retrouver les moments où on a justement à réenregistrer, etc. Les réenregistrer, les recaler, etc. C'était un temps monstrueux. Donc c'est vrai que des fois dans ces moments-là, on se dit est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu tout refaire au final? Et en plus, il y a beaucoup plus de possibilités de se tromper en recalant, en remettant. Oui, mais c'est un running gag maintenant avec ce studio de c'est Camille les 200 retech qui va venir. Quand l'ingénieur du son raconte ça à d'autres comédiens, il va non mais ce n'est pas de son fait, hein, c'est pas une mauvaise comédienne. Hein, elle s'était pas trompée. Non, on n'a juste pas eu le bon livre. Voilà. D'accord. Bon. Ouf. D'accord. Ouf, oui, ouf, parce que sinon. Ouais, parce que dis donc, qu'est-ce que vous faites toujours avec cette comédienne alors, hein, c'est ça, quand on annonce ça, on voit les yeux genre, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé qui s'ouvre là, genre, mais. Qu'est-ce que vous aviez pris avant? Alors là, c'est un appel à l'éditeur. Attention, vous avez enregistré Une femme entre nous de Greer Hendricks et Sarah Pekkanen. Oui, tout à fait. Et alors, moi, je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai vu qu'il y avait un autre livre qui s'appelle Anonymat garanti de Sarah Pekkanen et Greer Hendricks. Et alors, mais pourquoi n'est-il toujours pas en audio, si possible enregistré par vous? Alors, j'adorerais relire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé cette écriture à 4 mains. Je trouve que déjà que l'exercice d'écrire à 2 personnes, je trouve ça... Oui, ça a l'air délicat. Enfin... Assez majestueux, ouais. Et c'est vrai que j'avais pris vraiment beaucoup de plaisir à lire ça. Et il me semble que c'était mon premier livre pour Lizzie. Pour Lizzie, je crois, oui. Et alors, pourquoi? Je ne sais pas. On pourrait faire un appel à l'éditeur. Oui, voilà. Faisons un appel à Lizzie. Alors, pourquoi n'enregistrez-vous pas Anonymat garanti? Quand est-ce que vous récupérez leurs droits? Voilà, alors, il y en a un autre qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais en anglais. Et alors, moi, j'ai pas attendu, du coup, je l'ai lu en anglais. Et là, il y a 2, alors je sais pas comment ça se passera en français s'il sort. Il y a 2 comédiennes différentes. D'accord. Il y en a une qui fait la psy et l'autre qui fait la cliente. Ok. Enfin, nous arrivons à Andrea Cort. La série Andrea Cort que j'ai adorée. Alors voilà, je me la suis offerte pour mon anniversaire, comme je vous ai dit. Et je me suis dit, alors là, c'est qui tout double, là, bon, on verra. Et j'ai beaucoup aimé. Ah bah tant mieux. Donc, moi aussi. Voilà. Donc, alors je précise quand même de Adam Troy Castro ou Adam, je sais pas, vous dites Adam, mais oui, c'est Adam. Ouais, mais... Oui, bah pourquoi pas. Hein. Étant donné qu'il est américain, oui, voilà. Pour le coup, j'ai dit Adam c'est vrai. Troy. Bah, c'est logique. Hein. L'idée, en fait, c'était de vendre Andrea Cort pour que tout le monde se précipite dessus. Comment allons-nous faire? Vous avez fini le 3e, du coup, ou pas? Oui, voilà, ça y est. Oui. Et je suis très frustrée. On va commencer comme ça. À la fin du 3e, donc, il y a un dilemme pour la narratrice, l'héroïne, à la toute fin. Oui. Et donc, moi, très frustrée, je vais chercher ce qu'en dit Adam Troy sur son site. Et je l'ai traité de gueux, parce qu'en fait, il dit, oui, elle a un dilemme, tout ça. Eh bien, il n'y aura pas de suite. Quoi? Non. Alors, il en a écrit d'autres, mais qui se passent avant encore. Il en a écrit une où elle a 17 ans, qui est sortie en 2022, je crois. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de suite. Alors, il dit pour l'instant, il dit, bon, d'accord, il peut toujours y avoir... on peut toujours discuter, en gros, ça se négocie. Ouais. Mais normalement, il n'aura pas. Quoi? Ah ouais. C'est affreux. Alors, c'est affreux en tant que lecteur, c'est affreux. Voilà, c'est ça. En même temps, je trouve ça assez génial parce qu'elle nous laisse avec notre propre moralité. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Qu'est-ce que vous feriez? Vous pensez quoi? À sa place. Elle le fait ou elle ne le fait pas? Et ça, moi, j'aime beaucoup la suggestion et plutôt que le pointer du doigt, etc. Et quand on nous laisse ce choix moral en plus, puisque c'est vraiment un choix moral au final, à nous lecteurs, je trouve ça assez intelligent en fait. Oui, moi j'aime pas trop parce que c'est frustrant. Voilà. C'est très frustrant, mais c'est à nous de choisir. Alors selon notre humeur, selon notre envie, est-ce que mais alors... ira pas? Ouais.
Voilà, j'aime bien aussi ce fait d'être en suspens. Alors, je ne savais pas qu'Adam Troy Castro avait dit qu'a priori, il n'y avait pas de suite. C'est un affreux personnage. C'est un affreux personnage. Mais alors, pour revenir à lui, alors ça fait partie justement, le cycle Andrea Corte fait partie de ces livres que j'ai lus attentivement. Parce que très complexe. Oui, extrêmement complexe. Et alors, c'est vraiment des livres que j'ai parfois compris à ma deuxième lecture en les enregistrant. Compris autre chose, plus approfondi, voilà. En fait. Exactement, où toute la subtilité de son écriture m'a vraiment sauté au visage en enregistrant. Deuxième lecture. En me disant, ah oui, c'est là, à cet endroit précis, il donne cet indice-là, ou à cet endroit précis, c'est ça, etc. Et voilà. Et j'aime vraiment particulièrement chez lui ces nouvelles. Oui, les premières, par exemple, les premières, la dernière, enfin. Ouais. Je trouve qu'il a l'art de la nouvelle très, très percutante. Les nouvelles, en fait, je les ai lues dans l'ordre, les nouvelles et les romans, dans l'ordre préconisé par le préfacier et puis par cette publication-là des livres d'Andrea Corte, parce qu'apparemment, ça a déjà été publié avant, il y a longtemps. Et ça m'a bien plu de suivre cet ordre-là. Je trouvais que c'était judicieux de les avoir publiés dans l'ordre chronologique pour l'héroïne, en fait, pas chronologique de publication, mais dans la vie de l'héroïne. Et effectivement, les nouvelles sont très, très bien écrites et elles touchent. Les romans sont bien, mais les nouvelles touchent davantage. Ouais. Moi, vraiment, j'avais cette sensation d'être vraiment percutée par les nouvelles. Où à chaque fois, j'étais là. Ah, mais oui. C'est des coups. Oui. Ah, mais c'est génial, etc. Et les romans sont effectivement très bien, très prenants, aussi, mais beaucoup plus complexes, je trouve. Oui, oui. Forcément, dans leur appréhension, etc., et dans le fait de réussir à suivre, là où dans la nouvelle, l'action étant aussi plus condensée, mais un truc qu'on se prend dans la figure très, très c'est pour ça que c'est plus percutant, effectivement. C'est ça. Mais bon, ça c'est l'exercice de la nouvelle aussi. Oui. Mais il me semble qu'il est novelliste à l'origine. Ah, au départ, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment, vraiment génial, et je suis assez d'accord avec vous que de les lire dans cet ordre-là permet vraiment d'appréhender en fait tout cet univers. L'univers et le personnage. Et le personnage qui sont quand même très, très complexes. Oui. Il y a un personnage dans Les Lâches n'ont pas de secret. C'est celle qui aide Andrea à se tirer du mauvais pas dans lequel elle a été plongée. Donc on va pas trop en dire. Du coup, à la fin de la nouvelle, elle lui dit je peux peut-être vous aider à en gros obtenir du galon. Ouais. Et je me disais, ce personnage-là, c'est Mary Skern. Ce personnage-là, on le reverra aux côtés d'Andrea. Et en fait, on la revoit pas du tout. Oui. Donc bon, c'était un peu frustrant parce qu'elle était sympathique. Ouais, c'est vrai. Moi, ce qui me fait rire, alors je ne sais pas si dans la version audio c'est gardé ou pas. Il y a la liste des personnages. Ah si, c'est gardé. Oui, quand il dit à chaque fois attention, il y en a un qui n'est pas à sa place. Ouais. Moi, je trouve ça assez rigolo. Ça, c'est assez fastidieux pour le coup à enregistrer. Ça doit être. Parce que c'est vraiment de la liste de personnages. Mais je trouve ça très rigolo. Avant de commencer le livre, alors, lequel on ne va pas ça va être voir. lequel. Mais oui, on cherche. On se dit, mais alors, ça va être qui? Ça crée un petit... Et après, on la relit et on dit, c'était celui-là. Ah, mais non... Parce qu'il y en a qu'on voit pas beaucoup. Oui, c'est ça. Ils sont juste occupés à autre chose. Mary Skern était sans doute occupée ailleurs. Et alors pour celui-là, puisque moi je l'ai beaucoup aimé, mais spécifiquement le recrutement, vous vous souvenez un peu ou alors celui-là, c'est un studio qui m'a appelé, avec lequel j'avais jamais travaillé, et il me semble que c'est Myriam. Enfin, c'était les premières fois où il commençait à faire du livre audio. Ce studio-là, oui. Voilà, c'est ça, ce studio-là, et c'est Myriam d'Audible qui leur a suggéré ma voix en leur disant tiens, je pense qu'elle pourrait être pas mal dessus, et donc ils m'ont appelé en disant est-ce que ça t'intéresse ce livre, etc. Voilà.
Et j'étais disponible et ça m'a plu. Tant mieux. Et j'étais là, oui, tout à fait. Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, j'ai eu la grande joie de recevoir après un petit mot de l'éditeur papier. Alors je sais pas si c'était après cela, en fait, parce que j'ai lu les Andrea Corte, puis ensuite les Maîtres Enlumineurs, donc dans des studios différents, mais c'est la même maison d'édition. Ah, c'est la même maison d'édition. Et Albin Michel Imaginaire. Du coup, j'ai eu un très très gentil mot de l'éditeur papier qui m'a dit que les livres audio que j'enregistrais étaient fortement appréciés par leur communauté, voilà. Donc, alors ça fait plaisir vraiment, quand on a des gentils retours. Ouais, c'est plaisir. ça fait plaisir. Ouais. Puis quand c'est l'éditeur papier, c'est assez chouette parce que pour le coup, on est jamais en contact avec eux. Oui, c'est vrai. Et comment vous avez fait pour les prononciations des noms des personnages, puisque là, vous n'avez pas demandé à l'auteur, puisqu'il est américain, Voilà, là, j'ai fait ma sauce. Voilà. J'ai fait ma sauce, tout simplement. Bon, moi, ça me va, hein, j'ai pas trouvé ça pas bien. Hein. Bon, tant mieux. J'ai essayé d'être le plus, le plus c'est logique, en fait. Voilà, le plus logique. Mais il n'y avait pas trop de pièges. De pièges, ouais, on va dire, parce que quand, si on reparle un peu de Myriam Caillonneau, là où il y a des pièges, c'est que ces prononciations sur la façon dont c'est écrit peuvent être parfois anglaises, parfois françaises. Sachant qu'elle est française, ça peut changer. Parfois le an c'est Anne, parfois c'est vrai, le on c'est on, parfois c'est on. Donc, c'est ce genre de petites choses qui peuvent être des pièges sur la lecture à voix haute, là où là il y a pas trop de pièges dans le sens où l'auteur est américain, donc on sait que Betteline ce sera certainement pas Betteline. J'aime beaucoup moi dans ces exercices là de suivre une saga, un personnage, déjà pouvoir suivre son évolution. Je trouve ça assez chouette en tant que lectrice, tout simplement, de pouvoir savoir qu'est-ce qui devient. Il y a un attachement au personnage aussi. Oui, certainement. Qui se crée. Ça me refait penser au Caillonneau, mais c'est vrai que finalement, j'ai dû en lire 6 ou 7 d'elle. Mais oui, parce que vous avez lu une autre série et un autre tout seul. C'est ça. Et du coup, là, il y a aussi un attachement à l'autrice, où j'ai l'impression de suivre son évolution. En tant qu'autrice, puisque c'est dans l'ordre dans lequel elle les écrit. Donc il y a un double attachement, on va dire aussi dedans, une tendresse aussi envers cette plume qu'on voit grandir, qu'on voit évoluer. Oui, c'est vrai. Moi aussi, comme c'était dans mes premiers livres, je me vois aussi grandir, évoluer en tant que comédienne narratrice qui offre sa voix sur ses livres. Donc c'est rigolo aussi de voir ça. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter? Je crois qu'on a fait le tour. C'est souvent ce qu'on me répond. Oui. Alors moi j'ai dit oui, mais bon, si j'ai oublié quelque chose, on ne sait jamais. C'est ça, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir qu'on n'a pas abordé? Non, parce qu'il y avait des questions que je posais avant, par exemple, quel âge avez-vous, tout ça, puis je trouve que c'est quand même assez indiscret, donc non, je les pose plus. Moi, ce que je me demande, tiens, vous, parce que j'imagine, moi, quand j'entends une voix, je me mets un visage dessus, en tout cas, je m'en fabrique un. Est-ce que vous aussi, vous le faites? Et non, et alors ça, c'est quelque chose qui perturbe beaucoup mes élèves, justement parce qu'ils me le demandent. Mais ils nous disent, vous nous imaginez comment? Je vous imagine pas, vous êtes une voix. Mais quand vous pensez à nous, j'entends votre voix dans ma tête quand je pense à vous. Comme un visage, oui. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est la voix. Et alors, pour certains, c'est plus difficile parce qu'il y a des voix qui sont plus difficiles à apprendre. Et ouais, il y a des voix que je retiens pas toujours tout de suite. Donc, quand je pense à la personne, Et oui, mais comme les visages. Et oui, il y a des visages, vous les... C'est une empreinte, c'est une empreinte, c'est comme une empreinte digitale. C'est très très particulier. Et c'est vrai que c'est tellement subjectif, un timbre de voix, l'appréciation d'un timbre de voix, est-ce qu'on en retient ou pas. C'est ça. Alors, ce que je faisais quand j'étais très jeune, et à un moment je l'ai refait un peu, c'est
cette voix, tu l'imagines plutôt sucrée ou salée? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu imagines, soit toi en train de manger en entendant la voix, soit la personne en train de manger quelque chose? Ah, c'est drôle, c'est génial. Et je l'ai refait il n'y a pas longtemps parce que je me suis rendu compte que j'imaginais beaucoup Sophie Frison en train de manger du chocolat. Alors c'est rigolo parce qu'avec une équipe d'ingé, un jour on s'est dit tiens, celle-là elle est plutôt chocolat chaud, cette voix où voilà, on a commencé à mettre. Vous avez fait un peu comme moi. Exactement, mais c'est vrai que je trouve ça hyper parlant. Ouais. Tiens, ça c'est une voix un peu miel, ça c'est une voix un peu voilà. chaud, ça c'est plutôt acier brut. Mais c'est vrai que c'est très très parlant parce que ça a fait appel à tellement de sens. C'est ça. Voilà, olfactif, kinesthésique, visuel parfois aussi, mais c'est vrai que c'est assez rigolo ça. Et ça, ça peut être quelque chose, moi, dans ma construction, en tout cas quand je construis des personnages. Auquel vous pensez, Ouais. Et oui. Je peux vous dire, c'est plutôt une voix comment exactement. Et puis là, c'est de trouver des adjectifs qui vont parler. Donc ça va être effectivement soit des matières ou bien des aliments. Et c'est vrai que ça me parle plus que la couleur. Parce que par exemple, il y a aussi des directeurs artistiques qui parlent beaucoup en couleur. Ah. Mais alors, ça ne me parlerait pas du tout, moi, effectivement. Mais... oui, c'est vrai, déjà. Mais c'est vrai que la matière, ça me parle plus. Rouge, un peu, voilà, ça me parle. Ouais, bon. Oui, bon. Si tu veux. Tu me parles de velours ou d'acier ou de bois, etc. D'accord, mais rouge. C'est ça. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir eu la patience que ça dure aussi longtemps. Je suis très bavarde et voilà. Non, mais c'est vraiment un plaisir. C'est vrai que, c'est ce que je vous disais un petit peu par écrit. On a tellement peu l'occasion finalement de discuter aussi avec des gens qui écoutent les livres. Enfin, on reçoit parfois des petits mots et ça c'est vraiment c'est hyper touchant oui, ça doit faire plaisir de savoir un peu ce que les gens ressentent en fait. C'est ça, exactement, et puis que ça a pu toucher, que ça a pu émouvoir, faire réfléchir, enfin peu importe, mais c'est vrai que des fois c'est des métiers tellement solitaires que tout à coup on se rend compte à nouveau que mais oui, bien sûr, on le fait aussi, et surtout d'abord pour des gens, mais cette distance que crée, ou cette intimité plutôt que crée le micro et puis le studio fait que parfois on est dans notre lecture et puis tout d'un coup on oublie que ça va être écouté. Et oui. Et puis on se dit, mais oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ont écouté ça. C'est rigolo. Je trouve ça du coup toujours hyper enrichissant de pouvoir avoir cette occasion de discuter de ce qu'on a fait, de comment ça se fait. Puis ça devient... c'est nos métiers, donc c'est nos coulisses. On se rend pas compte c'est bien que ça aussi peut... intéresser. Intéresser. D'ailleurs, la première fois où vous m'avez écrit, c'était pour m'expliquer quelque chose où je disais, mais pourquoi ils ont fait ça comme ça? Je comprends pas, ils auraient pas dû. Et donc, en fait, vous m'avez expliqué pourquoi. Oui. Oui, ça me semblait important, en fait, de me dire, tiens, si vous vous interrogez là-dessus, c'est vrai qu'il y a nous, on a parfois des directives, des choses, qui se font, et puis... oui. Une fois expliqué, c'était logique, même si moi j'ai dit oui, mais ils auraient plutôt dû faire comme ça. Mais c'était quand même logique. Quand même logique. Et puis c'est intéressant de savoir pourquoi ça a été fait comme ça. Enfin, c'est vrai que l'échange, c'est enrichissant. Ouais, très. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne fin de journée. Au revoir.